on aura 3 intervenants. Le docteur Marie Sicot, qui est responsable du Centre d'interruption volontaire de grossesse du CHU Grenoble-Alpes. Françoise de Villard, responsable du Centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal du CHU Grenoble-Alpes. Et Elodie Cagnier-Lemoine, philosophe, chargée de mission à l'espace de réflexion éthique Auvergne-Rhône-Alpes. Marie, je te laisse commencer. À toi. Alors, tout d'abord, merci de m'avoir invité à prendre la parole et à partager votre café cyberéthique. Alors, je vais vous partager une présentation. Ouvrir le bac. C'est ça, voilà. Ok, alors, tout d'abord, je vais vous parler du contexte un petit peu de cette fameuse clause de conscience qui est mise effectivement entre guillemets parce qu'elle n'apparaît pas exactement comme ça au niveau de la loi. En fait, il s'agit d'une liberté de conscience. Il y a dans le Code de la santé publique et dans le Code de déontologie, donc ça date de 1947. C'est voilà, pour bien dire que il y a un texte de loi qui est antérieur en fait à la clause de conscience spécifique à l'interruption de grossesse et que cette clause de conscience dans la santé, elle rappelle que le médecin n'est pas tenu de pratiquer l'acte demandé ou nécessité, sauf urgence vitale. Donc, il n'est pas tenu de pratiquer l'acte demandé quand il y a des conditions ou des raisons professionnelles ou personnelles pour ne pas pratiquer cet acte. Cependant, si le médecin se dégage de sa mission, il doit alors avertir clairement le patient et lui donner tous les moyens et les conseils pour qu'il puisse obtenir une prise en charge adaptée. Donc, on doit à ce moment-là orienter le patient pour qu'il puisse être pris en charge. Il ne s'agit pas de faire un obstacle aux soins. Donc, voilà, donc vous voyez que depuis 1947, on a déjà la possibilité de ne pas réaliser certains actes médicaux pour des raisons professionnelles ou personnelles. La distinction il est important de noter que c'est vraiment pour des raisons, ces raisons personnelles ne doivent pas être liées à des discriminations. Donc, il est noté que le médecin doit s'assurer que son refus de soins s'articule avec les dispositions du code de déontologie, qui prohibe toute discrimination, notamment en raison de leur origine, leur mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu'ils peuvent éprouver à leur égard. Cette loi, elle s'applique aux sages-femmes, aux infirmiers, aux auxiliaires médicaux. Et vous verrez après avec le partage d'écran ne fonctionne pas là tout de suite. Ah, d'un coup là. D'un coup, alors, ok. Et est-ce qu'il marche comme ça? Là, vous les avez là? Non, moi je ne l'ai pas vu du tout le partage d'écran depuis le début par contre. Ah, Ouais, oui. Je pensais que c'était moi, mais en fait non. D'accord. Sur. Alors, est-ce que c'est celui-ci? Ouais. Mais il faut que tu dises il faut que tu cliques sur partager. Alors, sélectionne-le là. Voilà, et partager. Alors, ça devrait. Et là maintenant, il faut que tu le mettes devant. Voilà. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui. Ouais. D'accord. Juste le mettre en plein écran. Mettre en plein écran et voilà. Voilà. Là, c'est tout bon? Ok. Merci. Ah, voilà, donc bon, tout ça pour vous dire qu'effectivement, les sages-femmes, les infirmiers et auxiliaires médicaux sont inclus dans cette clause de conscience qui est dans le Code de santé publique. Et on verra juste avec la diapo suivante que dans la clause de conscience spécifique à l'IVG, c'est la même chose. Alors, je vous ai mis ces 2 lignes sur les pharmaciens parce que on avait entendu parler en 2015 de pharmaciens qui avaient demandé à ce qu'il y ait une clause de conscience qui leur soit reconnue
pour ne pas vendre certains contraceptifs ou la pilule du lendemain. Bon, ça a été jusqu'au Conseil d'État. En fait, ils n'ont pas eu gain de cause, puisque, en raison du monopole de vente qui leur revient, ils se trouvaient du coup dans un contexte d'illégalité du refus de vente. Donc voilà, et cette clause de conscience ne leur a pas été reconnue. Donc ce n'est quand même pas valable pour tous les professionnels de santé. Alors, la clause de conscience spécifique à l'IVG, donc elle date, elle, de 1975, avec la loi de légalisation de l'interruption de grossesse. Elle dit qu'un médecin n'est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de grossesse, mais qu'il doit informer sans délai l'intéressé de son refus et lui communiquer immédiatement le nom des praticiens susceptibles de réaliser cette intervention. Et là, encore une fois, vous voyez, aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, quel qu'il soit, n'est tenu de concourir à une interruption de grossesse. Donc, on retrouve des dispositions assez similaires. Simplement, cette clause de conscience, elle est inscrite dans la loi de l'interruption volontaire, de l'interruption de grossesse. Ce qui est précisé, et c'est là où ça devient quand même important, c'est que les établissements de santé privés peuvent refuser des interruptions volontaires de grossesse, soit pratiquées dans leurs locaux. Cependant, les établissements publics ont vraiment l'obligation d'organiser la prise en charge des femmes en demande d'interruption de grossesse. Donc, les établissements publics doivent réaliser les interruptions de grossesse conformément à la loi. Cependant, les praticiens peuvent faire valoir leur clause de conscience. Par exemple, ce qui se passe un petit peu autour de nous, en Italie, on a 70% des médecins qui font valoir la clause de conscience. Ce qui fait qu'on se retrouve quand même avec un frein pour l'accès à l'interruption volontaire de grossesse. Du coup, des patientes qui vont dans les pays frontaliers pour pouvoir faire des interruptions de grossesse. Donc, la loi permet de faire des interruptions de grossesse, cependant, la clause de conscience des médecins empêche l'accès aux soins. En Suède, en Finlande et en Islande, ils ont abordé le problème différemment. Ils ont fait en sorte qu'il n'était pas possible de travailler en service public si on faisait valoir sa clause de conscience pour l'interruption volontaire de grossesse. Donc, ils vont sélectionner des praticiens qui ne vont pas faire valoir leur clause de conscience, en tout cas de façon générale. Et on verra tout à l'heure, avec Françoise, on peut ne pas être opposé par principe pour des raisons souvent qui sont en fait religieuses, le plus souvent, ou des convictions personnelles. On peut ne pas être opposé à réaliser des interruptions de grossesse, mais peut-être qu'il peut y avoir des situations particulières qui peuvent toujours, un jour ou l'autre, nous heurter. En France, la clause de conscience spécifique à l'interruption, dans la loi de l'interruption volontaire de grossesse, elle a permis que la loi passe. C'était une des conditions en 1975 pour que la loi puisse être votée. Parce que finalement, si cette clause de conscience spécifique à l'IVG, elle était aujourd'hui supprimée, vous voyez que ça ne changerait pas grand-chose en pratique. Voilà, tout est là. En pratique, ça ne changerait pas grand-chose parce qu'il existe toujours la clause de conscience générale qui reprend à peu près les mêmes dispositions et qui permet à tout praticien ou à tout professionnel de santé de ne pas réaliser certains actes médicaux, dont les interruptions de grossesse. Donc, à plusieurs reprises en France, il y a eu des propositions de loi pour retirer la clause de conscience spécifique à l'IVG. C'est souvent fait à la demande de personnes qui pensent que cette clause de conscience spécifique à l'IVG est en fait stigmatisante, qu'elle met le focus sur l'interruption de grossesse alors qu'il existe déjà la disposition générale. Si on retirait cette clause de conscience spécifique à l'IVG, ça n'en favoriserait pas pour autant l'accès à l'IVG, puisque ça n'empêcherait pas les praticiens de faire valoir leur clause de conscience. Donc la question serait plutôt de comment favoriser l'accès à l'IVG dans les services publics
sans forcément s'attaquer à la clause de conscience. Donc, voilà, après, il y a certains pays qui ont pris des dispositions comme d'avoir un préalable qui est de ne pas recourir à cette clause de conscience pour pouvoir travailler en service public. Pour parler de ce que je connais ici, voilà, les anesthésistes ont, lorsqu'ils sont recrutés pour travailler à la maternité, il leur est demandé si, effectivement, ils ne sont pas opposés à la prise en charge des interruptions de grossesse. Sinon, la clause de conscience des anesthésistes nous empêcherait tout simplement de pratiquer les interruptions de grossesse. Voilà, donc après, mais ce sont des dispositions en fait qui sont en France, en tout cas, propres à chaque service. Récemment, donc même la semaine dernière, l'allongement du délai légal de l'IVG a été allongé à 16 semaines. Dans cette proposition de loi, il y avait également la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG, ça n'a pas été voté. Donc il y a toujours la clause de conscience spécifique à l'IVG dans la loi actuelle. Voilà. Très bien. Écoute, Marie, merci beaucoup pour cette présentation de la clause de conscience et son évolution depuis 1947, depuis le général jusqu'au particulier à l'interruption de grossesse. J'ai retenu, j'ai pris plein de notes déjà sur le fait de la liberté de conscience, mais pas de discrimination. Et pas de discrimination d'une façon très générale. Les mœurs, l'origine, bref. Et ensuite, les spécificités propres à chaque pays. Et ensuite, il nous a très très bien expliqué les allers et retours entre le cadre général, le cadre particulier à l'interruption de grossesse et les problèmes pratiques qui se posent et ceux qui ne se posent pas aussi. Voilà. Donc, ça me semble, c'était très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions par chat auxquelles on pourrait répondre dès maintenant? A priori, pas de questions par chat, donc pour l'instant, on peut passer peut-être à notre seconde intervention. Eh bien, écoute, Françoise, à toi. Alors, je vais aussi partager l'écran. On va vérifier. Est-ce que ça fonctionne? Très bien. Parfait. Alors, du coup, oui, moi, je vais vous parler du cas particulier de l'interruption médicale de grossesse, puisqu'on verra que la clause de conscience peut s'exprimer de façon différente dans cette pratique. Et pour introduire mon propos, je vais vous présenter deux cas cliniques assez brièvement pour peut-être poser un petit peu le cadre. Le premier cas, c'est celui-ci. Il s'agit d'une patiente qui bénéficie d'une échographie à 36 semaines d'aménorrhée et 4 jours, donc très tardivement. À un terme, on ne fait pas habituellement d'échographie. C'est pour vérifier la position du fœtus avant l'accouchement. Et alors qu'au cours de sa grossesse, les échographies étaient strictement normales, on met en évidence la présence d'une ventriculomégalie, donc une dilatation d'un ventricule cérébral unilatéral, dont les différents examens permettent de conclure que ces images sont compatibles avec une image d'hémorragie intraventriculaire. Ce qui, bien sûr, inquiète les parents, puisque d'abord, on est tard dans la grossesse. De façon un peu urgente, on fait des examens complémentaires. Et du fait de ces images, on demande des avis. Plusieurs avis spécialistes sont demandés, jusqu'à un avis auprès du Centre de référence national devant l'inquiétude des parents qui demandent plusieurs avis vis-à-vis des conséquences de ces images. Et il leur est expliqué, et tous les avis sont sont vraiment concordants sur le fait que il existe un risque moteur, un faible risque de retentissement moteur, c'est-à-dire peut-être d'une gêne motrice au niveau du membre supérieur, et un risque très très faible de retentissement sur les fonctions cognitives. Ces données sont plutôt en faveur de séquelles minimes à modérées, et il est également expliqué aux parents qu'il est tout à fait possible que l'enfant à naître soit dépourvu de symptômes. Dans les avis, un certain nombre de pédiatres se sont aussi exprimés car ils avaient vraiment l'habitude de ces situations-là.
Malgré tous ces éléments rassurants, le couple est très inquiété par ces éléments et demande une interruption médicale de grossesse qui, après discussion au CPDPN, pour laquelle il n'y a pas eu d'attestation de particulière gravité dans ce contexte. Peut-être on reviendra sur la discussion de ce cas par la suite. La deuxième situation est une situation un petit peu différente. Plus précocement au cours de la grossesse, c'est un couple qui est vu à 20 semaines de grossesse, donc à l'échographie morphologique du deuxième trimestre, on met en évidence une agénésie, c'est-à-dire l'absence des doigts d'une main unilatérale sur une seule des deux mains, complètement isolée. Il n'y a pas d'autres anomalies. Les autres extrémités sont strictement normales. Et là, comme il arrive dans ces situations-là, le couple très rapidement demande à pouvoir recourir à l'interruption médicale de grossesse. Avant d'accéder éventuellement à cette demande, plusieurs consultations sont réalisées auprès d'une part des médecins spécialistes, des chirurgiens orthopédistes, des pédiatres, de consultations au conseil génétique et également auprès du médecin psychiatre de l'unité transversale d'accompagnement périnatal. Ces différentes consultations permettent d'expliquer aux parents la prise en charge de l'enfant à la naissance, de proposer également aux parents de prendre contact avec les associations de patients. Et à l'issue de ces différents rendez-vous, le couple clairement expose une demande ferme d'interruption médicale de grossesse en exprimant qu'ils ne souhaitent pas accueillir cet enfant et leur demande est vraiment très très ferme. Donc le dossier est également discuté au sein du CPDPN et après rediscussion du dossier, exposé par les différents médecins qui ont pu rencontrer le couple, il s'avère qu'il n'y a pas eu de médecins qui attestent que l'on se situe dans le cadre d'une affection à un risque d'être gravement invalidante. Alors dans ces deux situations où il y a eu un refus d'attester d'une particulière gravité, je pense qu'on peut considérer que les médecins du CPDPN ont fait valoir leur clause de conscience. Alors, le cadre de l'interruption médicale de grossesse fait également partie de la loi 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse, qui, je vous le rappelle, stipule qu'une interruption de grossesse peut être pratiquée à toute époque si deux médecins attestent après examen et discussion que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme ou qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité reconnue comme incurable. Donc ce texte fait partie, c'est la section 2 de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse et à ce titre, la clause de conscience ça est valable également pour ce texte, pour cette pratique. Donc, cette pratique de l'interruption médicale de grossesse et cette première loi a été ensuite complétée par les lois et les décrets qui organisent et qui définissent d'une part l'organisation mais également le fonctionnement des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Là, il y a plusieurs décrets, le premier date de 1997, mais ensuite plusieurs arrêtés et décrets qui ont modifié cette première législation. Ces lois définissent les missions et l'organisation des centres, la composition de l'équipe, les médecins qui interviennent au sein des centres pluridisciplinaires. Et c'est l'agence de biomédecine qui délivre les autorisations de fonctionnement de ces CPDPN et qui donne les agréments aux médecins. Les médecins qui participent à l'activité des CPDPN, a priori, ne vont pas faire valoir leur clause de conscience sur le principe de l'interruption de grossesse. Dans le décret de juin 2015, qui est le dernier décret qui définit les recommandations de bonne pratique sur l'organisation et le fonctionnement des CPDPN, il est stipulé que l'autonomie de la femme enceinte est un principe fondamental en matière de diagnostic prénatal, que sa volonté et ses choix sont placés au cœur du dispositif et du fonctionnement des CPDPN. Donc, contrairement à l'IVG, si on peut dire, la pratique de l'interruption volontaire de grossesse qui est accessible à toutes les femmes, quelle que soit leur demande, dans le cadre de l'interruption médicale de grossesse, oui, c'est un choix, c'est une demande du couple, mais sous condition que deux médecins attestent que l'on se situe dans le cadre d'une affection d'une particulière gravité. Là, je vous ai remis les textes de la loi qui reprend exactement les mêmes termes que la loi de 75 dans cette recommandation de 2015.
L'interruption volontaire pour motif médical d'une grossesse peut, quel que soit l'âge gestationnel, être pratiquée à la demande de la femme. S'il est attesté qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, cette attestation, l'attestation d'autorisation, d'acceptation de l'interruption médicale de grossesse, ne peut être délivrée qu'au terme de la concertation pluridisciplinaire du CPDPN, qui a rendu un avis en ce sens, au regard des critères réglementaires, en tenant compte de la situation personnelle et familiale de la femme. Et cette attestation est donc signée par 2 médecins membres du CPDPN. Donc, d'une façon générale, si on reprend d'une part ces 2 exemples et ces textes réglementaires, encore une fois, dans le cas de l'interruption médicale de grossesse, la cause de conscience ne s'applique pas sur le principe même de l'interruption de grossesse, mais sur cette condition qui est est-ce que l'on se situe dans le cadre d'une affection d'une particulière gravité. Et lorsque, au sein du CPDPN, il n'y a pas 2 médecins qui attestent qu'on se trouve dans cette situation-là, on peut dire que là, oui, les médecins font valoir leur clause de conscience et n'acceptent pas d'adhérer à la question de la patiente. Alors, je vous ai présenté 2 situations, cependant ces situations sont très rares dans notre pratique courante. En règle générale, d'une part, on n'a pas beaucoup de demandes d'interruption médicale de grossesse qui nous mettent en difficulté et qui amènent les médecins à vraiment se poser la question sur le plan éthique, à savoir si est-ce qu'ils vont accepter cette demande ou pas. Le plus souvent, lorsque la gravité est établie, ou même s'il persiste des incertitudes, on a suffisamment d'arguments lorsque le couple demande l'attestation, demande à pouvoir bénéficier de l'interruption de grossesse. Quelques rares situations de demande initiale, je dirais dans le 2e exemple que j'ai pris, puisque c'est des situations qui sont souvent très difficiles pour les couples au moment de l'annonce. Le fait qu'il y ait une anomalie physique peut d'emblée inciter les couples à avoir une sorte de rejet et à rapidement demander à bénéficier d'une interruption de grossesse, mais ce sont des situations assez rares. Alors, je voudrais dire que aussi, cette clause de conscience au sein du CPDPN, elle peut se faire valoir de façon individuelle ou de façon collective. C'est-à-dire que dans le fonctionnement du CPDPN, il y a de nombreux médecins qui sont agréés et qui peuvent signer, accepter une interruption de grossesse. Mais lorsqu'il y a une discussion autour d'un dossier qui paraît difficile, on ne cherche pas à avoir systématiquement un consensus global. C'est-à-dire que si, au cours de la discussion, parmi les médecins présents, certains font valoir leur clause de conscience, si 2 médecins sont d'accord pour attester qu'on se trouve dans une affection d'une particulière gravité, la patiente pourra on pourra accepter cette demande d'interruption de grossesse. Elle peut être aussi collective. Il peut arriver que quelquefois, malgré la présentation, malgré la discussion, il n'y aura pas 2 médecins qui attesteront qu'on se situe dans le cadre d'une affection d'une particulière gravité. Et dans ce cas-là, il y aura un refus qui sera signifié aux parents. Alors, de la même façon, lorsqu'il y a un refus, on doit pouvoir proposer au couple la possibilité soit de demander un avis auprès d'un autre CPDPN, s'il le souhaite. Voilà, je reviens sur le fait que l'appréciation de particulière gravité, du fait de la loi, on a une grande autonomie puisque la loi reste volontairement floue et que le plus souvent, je reviens sur la rareté des situations, on arrive à avoir une discussion et que le temps nous permet de pouvoir avoir une discussion avec les parents et qui permettent d'obtenir un consensus. Dans la première situation que je vous ai présentée, on n'a pas eu ce temps-là et possiblement c'est ce qui était difficile pour ce couple. Je voudrais juste terminer en vous donnant quelques chiffres qui sont tirés du bilan de l'Agence de biomédecine auprès de laquelle on rend chaque année, tous les CPDPN rendent les chiffres de leur activité. Et donc, vous voyez que j'ai fléché ici, au milieu, le nombre d'interruptions médicales de grossesse qui sont réalisées annuellement. Alors, vous voyez que vous avez les chiffres entre 2015 et 2019. Ce chiffre est stable. Environ chaque année, il y a 7000 attestations d'interruption de grossesse qui sont délivrées.
Et dans le même temps, le nombre de refus de délivrance d'une attestation en vue d'une IMG, ce chiffre est également à peu près stable. Il s'agit d'une centaine de cas par an. Donc on peut dire qu'environ, c'est le nombre de fois où les médecins vont d'une certaine façon faire valoir leur clause de conscience vis-à-vis de cette pratique. Je vous ai mis aussi un dernier chiffre qui est intéressant, c'est le nombre de situations où il existait une particulière gravité qui aurait pu faire délivrer une attestation en vue d'une IMG, mais où les parents n'ont pas demandé la réalisation d'une IMG. Voilà. Petite différence entre l'interruption volontaire de grossesse et l'interruption médicale de grossesse dans le fait qu'on ne s'adresse pas à la même pratique. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François. C'était là encore très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat? Oui, il y a une question sur le chat. Bonjour, ne faudrait-il pas distinguer le motif du refus entre le refus de la particulière gravité et la clause de conscience? Cela serait plus facilement compréhensible et explicable, point d'interrogation. Je vais poser une autre question pour approfondir le problème. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un médecin qui considère qu'on n'est pas devant une affection d'une particulière gravité, alors même que subjectivement, le couple, et en particulier la femme enceinte, considère qu'il s'agit d'une affection d'une particulière gravité. Et les deux exemples que tu as donnés sont remarquables. 36 semaines. Hémorragie intracérébrale. Projection de son enfant dans un cadre médical alors qu'on l'attendait à la maison. Projection de la possibilité d'un déficit moteur du membre supérieur avec toutes les incertitudes qui vont autour. Donc, un cataclysme. 20 semaines d'aménorrhée, deuxième situation. Un handicap visible. Des projections, mais à l'école, comment ça va se passer? Donc, alors, je donnerai un point de vue, mais est-ce que tu peux, Françoise, nous donner ton point de vue pour répondre à la question qui est posée par Kat? Qu'est-ce qui se passe dans la tête du médecin qui refuse de considérer qu'on est dans le cadre d'une partie de gravité? Est-ce que c'est une pas de gravité par rapport à une autre gravité potentielle? C'est ça qui est très difficile parce que je pense que dans la tête des médecins, effectivement, il y a plein de choses qui vont se jouer ici. C'est d'une certaine façon déjà d'entendre la demande des parents, parce que qui mieux que des parents peut savoir ce qui est bien pour leur enfant et ce qu'ils veulent pour leur enfant. Mais je pense que lorsque il n'y a pas d'acceptation, pas de définition d'une particulière gravité, c'est aussi les projections des médecins et de leur propre expérience, très certainement, et de ce que les spécialistes, en tout cas, parce que souvent on s'appuie beaucoup sur l'expérience des spécialistes qui suivent les enfants et qui connaissent la pathologie, qui peuvent nous donner, alors c'est vrai qu'on s'appuie sur la règle, qu'il peut toujours y avoir des exceptions et qu'il y a toujours des incertitudes, puisqu'on est dans le diagnostic prénatal et que c'est toujours une situation très difficile. Alors, pour répondre un peu à la question, est-ce qu'il faut distinguer la définition d'une particulière gravité et la clause de conscience? Oui, peut-être, mais pas complètement, parce que je pense que d'une certaine façon, quand un médecin, en tout cas, je dirais à titre personnel,
on ne se sent pas, on n'accepte pas de signer cette attestation, c'est peut-être soit on ne sait pas, et que le fait de ne pas savoir peut nous amener à faire valoir cette clause de conscience. Et puis, je rappelle qu'il faut qu'il y ait 2 médecins. Et que, voilà, même si un médecin est d'accord, s'il n'y a pas un deuxième médecin qui est d'accord, on ne signera pas cette attestation. Et c'est vrai que, alors, oui, peut-être qu'il faut séparer les deux, mais je pense que le fait de ne pas accepter et de ne pas signer cette attestation, c'est une certaine façon de faire valoir notre clause de conscience. Je suis complètement d'accord avec toi, Françoise. C'est en conscience. Conscience, c'est aussi connaissance. C'est en connaissance du devenir de ces enfants qu'on ne peut pas se résoudre à croire qu'il puisse s'agir, puisqu'on a vu trop d'enfants se révéler pleinement, quand bien même ils étaient atteints de ce handicap, puisqu'il faut parler. Ah oui, il ne faut pas euphémiser. Non, non, on est d'accord. Ils auront un handicap, mais ce handicap est compatible. Moi, il y a un autre aspect que je rajoute dans le problème de conscience. Je n'ai pas utilisé le terme de clause de conscience, le problème de conscience du médecin qui refuse, c'est celui de l'autre versant qui est celui du deuil pathologique. Les familles, surtout dans les décisions tardives, qui sont acculées à la nécessité d'une prise de décision dans un état de sidération, ça peut aboutir à des deuils épouvantablement pathologiques. Et quand on met sur les 2 bras de la balance, voilà ce qui se passe dans la conscience. Le terme principal, c'est conscience. Je dirais que les 2 termes principaux, mais alors là, je vais passer la parole à Élodie. Les 2 termes principaux, c'est autonomie de la patiente. Et est-ce que Élodie va nous trouver un meilleur terme que autonomie du médecin en fonction de son expérience personnelle? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut approfondir philosophiquement et éthiquement. Et puis aussi, voilà, prendre en compte les risques pour l'enfant et les risques pour ce qui va se passer pour assumer les décisions, dans quelque sens qu'elles ont été prises après cet élément si brutal du diagnostic prénatal. Élodie. Pierre Simon, oui. Pierre Simon, il y a une autre réaction chat. Oui. Ce ne sont pas les médecins du CPDPN qui assumeront l'accompagnement de l'enfant handicapé. Qui peut dire qu'une agénésie des doigts de la main dominante n'est pas d'une particulière gravité? Oui, on est d'accord, c'est souvent des situations qui amènent beaucoup de discussions. Beaucoup de discussions. Alors, clairement, enfin, on peut parler de handicap. On s'appuie là-dessus, effectivement, comme disait Pierre Simon, sur l'expérience et sur l'expérience des médecins qui suivent ces enfants, sur l'expérience des associations de patients. Pour la deuxième situation, si on va voir, il y a une association de patients, de parents et de patients qui sont porteurs d'une agénésie, qui peuvent être plus ou moins importantes. Et si on va sur leur site, c'est très intéressant. Alors, effectivement, ce sont des parents dont les enfants sont nés, qui soutiennent ces enfants, mais dans la majorité des cas, on reconnaît que ces enfants vont bien et ces enfants, même s'ils ont une particularité, désolée, je fais un lapsus, une particularité, vont avoir une vie qui sera, pour laquelle ils pourront avoir un épanouissement tout à fait complet. Et je pense que là, ces questions-là peuvent nous
ces remarques-là peuvent nous questionner sur la place du handicap et sur la différence dans notre société. Mais on est d'accord que voilà, il faut qu'on arrive c'est une, entre guillemets, négociation entre les médecins et les patients pour pouvoir arriver en tout cas, à avoir une décision commune qu'on n'arrive pas toujours à avoir. Je l'admets. Alors, deuxième réaction de la même personne. Certains petits trisomiques aussi, point d'interrogation, n'y a-t-il pas rupture d'équité? Alors, là, je vais me retrancher un peu derrière la loi qui ne définit pas, qui volontairement n'a pas défini des pathologies pour lesquelles on pourrait accepter une interruption de grossesse et d'autres pathologies pour lesquelles on ne pourrait pas l'accepter. En tout cas, au sein du CPDPN, on essaye d'avoir vraiment une attitude et des décisions qui se font vraiment au cas par cas. Et que dans certaines situations, des parents, effectivement, devant un diagnostic de trisomie 21, vont demander une interruption médicale de grossesse. Et il est vrai que l'association aux troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire au déficit cognitif, fait qu'elle est globalement acceptée. Certains parents ne demanderont pas une interruption médicale de grossesse et accepteront d'accueillir cet enfant. Et je pense que l'appréciation par les parents peut être aussi très différente, de même qu'elle peut être très différente du côté des médecins. Alors, je vais rajouter un troisième mot-clé, la conscience de chacun, l'autonomie de chacun et la diversité. Et ça, c'est au troisième tableau. Devant les mêmes affections, il y a 7000 interruptions médicales de grossesse, 1300 qui ne demandent pas de recourir à l'interruption médicale de grossesse, et 130 pour lesquels, une centaine pour lesquels il y a un refus de demande d'interruption médicale de grossesse. Donc oui, d'ailleurs, c'est fondamentalement intéressant, cette règle du Code de la santé publique, qu'il n'y ait pas de vote au sein du CPDPN, mais que dans tous ces CPDPN, il y a une douzaine, 12 à 14 personnes qui sont titulaires de la signature. Et il suffit qu'il y ait 2 personnes titulaires de cette signature qui soient d'accord pour accompagner ce couple, ce qui est une des règles, quand on y réfléchit, qui permet de répondre à la diversité des attitudes existantes dans la population. Voilà. Élodie, on te pose des questions difficiles, mais je suis sûr que tu vas nous éclairer. J'espère. Merci Pierre-Simon, merci à Françoise et Marie, c'est vraiment très très intéressant de vous écouter. Ça pose vraiment beaucoup de questions. Alors effectivement, qui sont des questions complexes, hein, dans le sens où Edgar Morin, le sociologue, l'emploie. C'est-à-dire que la complexité, ça peut être la complication, mais la complexité, c'est aussi d'avoir différents éléments, une diversité des éléments qui entrent en ligne de compte. Donc, ces éléments, ça peut être des points de vue, ça peut être différents savoirs médicaux, juridiques, ça peut être différents ressentis, différentes expériences. Donc, je pense qu'il y a une complexité inhérente à ce sujet de l'interruption de grossesse, que ce soit l'interruption volontaire de grossesse, qui n'est pas un sujet simple, qui ne l'a jamais été, qui ne l'est toujours pas aujourd'hui, je pense, ou que ce soit l'interruption médicale de grossesse et qui pose des questions un peu différentes, effectivement. Voilà, dont je vais essayer peut-être d'en proposer une réflexion, alors sans réponse, mais en tout cas avec des suggestions. Alors, peut-être la première chose que je souhaitais partager avec vous, c'est une première réflexion sur le sujet de l'interruption de grossesse en tant que telle, avant d'en venir à la question particulière de la clause de conscience. Globalement, je pense qu'on peut dire que ce sujet de l'interruption de grossesse est un sujet qui donne à réfléchir. On le voit déjà en une demi-heure de ce cyberéthique et qui potentiellement aussi fait débat au sens où il donne à discuter.
potentiellement à s'opposer, en tout cas à essayer de trouver des positions peut-être pas consensuelles, mais en tout cas qui seraient les plus satisfaisantes possibles pour un maximum de personnes. Alors pour l'interruption volontaire de grossesse, on l'a vu effectivement récemment, ce sujet a été remis en débat, ce débat pouvant notamment aborder la question du délai, puisqu'effectivement il y a eu une modification récemment, comme vous l'avez bien dit. J'ai également identifié une modification assez intéressante de ce délai de l'IVG, alors pas du tout en France, mais en Colombie, où il est passé à 24 semaines. C'est-à-dire qu'on est passé d'une interdiction de l'IVG à une autorisation jusqu'à 24 semaines. Donc, ça pose la question aussi de comment on établit ce délai, en fonction de quel contexte, pourquoi on va beaucoup plus loin dans certains pays, pourquoi on n'y va pas du tout dans d'autres pays. Il y a vraiment une réflexion intéressante. Le débat autour de l'IVG peut aussi tourner parfois autour de la légitimité même de cet acte-là, précisément parce que tous les pays ne l'acceptent pas encore. Et le débat en France, en tout cas tel qu'il a été présenté ces derniers mois, concerne aussi potentiellement l'accès à ce geste qui est reconnu, qui est légalisé, mais qui pourtant interroge encore beaucoup, peut-être des personnes, peut-être des professionnels, sur l'accès qu'on pourrait en avoir. Alors pour l'interruption médicale de grossesse, vous l'avez bien dit, la réflexion, elle est un peu différente et elle va probablement tourner autour de ces critères qui pourraient nous faire finalement accéder à une interruption médicale de grossesse. Alors des critères, le mot est probablement mal choisi, mais en tout cas des éléments qu'on jugerait comment dire, acceptables pour interrompre une grossesse potentiellement jusqu'à la fin de la grossesse. Et là, en termes de temporalité, il y a des choses qui changent. En termes de représentation, probablement aussi, et c'est pour ça que le débat peut être un peu différent. Alors globalement, on est dans une question qui peut être technique, qui peut être organisationnelle, mais qui est aussi éthique et philosophique. D'un point de vue éthique, hein, ça nous ramène à des questions autour de qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter dans notre société, qu'est-ce qui est le mieux aussi, finalement, hein. Une des questions qui pourrait traduire la réflexion éthique tourne autour de ce mieux qu'on cherche constamment et qu'on remet en cause et qu'on recherche de nouveau. Et qu'est-ce qui est le mieux pour qui, d'une certaine façon? Dans ce domaine de l'interruption de grossesse, on est dans une triade, hein, les parents, peut-être un peu plus spécifiquement la mère et l'enfant ou l'enfant potentiel. Et on pourrait rajouter même la société d'une certaine façon et peut-être même encore le monde spécifique de la santé. Donc on est dans une multiplicité d'acteurs. Vous avez parlé de diversité tout à l'heure. Je pense que ça se joue aussi en termes de protagonistes. En tout cas, c'est une réflexion éthique, que ce soit pour la volontaire ou la médicale, l'interruption, bien évidemment. On est dans une réflexion qui doit être dynamique et qui s'inscrit bien en fait dans ce débat éthique, en tout cas en France, qu'on espère le plus pérenne possible, autour de cette question finalement du monde que nous voulons pour aujourd'hui et pour demain, de la société dans laquelle nous voulons vivre aujourd'hui et demain, et finalement peut-être même de l'humanité à laquelle nous appartenons aujourd'hui et la façon dont ça se manifestera demain. On est dans cette démarche-là des états généraux de la bioéthique, mais d'une réflexion éthique en tant que telle. Alors c'est vrai que ce débat autour de l'interruption de grossesse a un soubassement philosophique assez intéressant, peut-être pour parler de l'interruption volontaire de grossesse, mais ce n'est pas spécifique ce que je vais dire. D'un point de vue général, on se pose souvent cette question de savoir de quel genre d'être est l'embryon, ou de quel genre d'être est le fœtus. Et à qui doit-on le qualificatif de personne? C'est une question classique, mais pourtant pas irrésolue, en tout cas pas totalement, qui revient quand on parle de la question du statut de l'embryon. Alors cette question, elle peut se poser dans la question de la recherche sur l'embryon, mais aussi dans ce domaine-là, d'une certaine manière. Et quel mot utilise-t-on pour nommer quoi ou pour nommer qui, d'une certaine façon? Alors c'est vrai que c'est lié aussi à une réflexion anthropologique sur la distinction entre les personnes et les choses, ou placer la limite d'une certaine façon. Le CCNE, le Comité consultatif national d'éthique, s'est exprimé à de nombreuses reprises en qualifiant l'embryon notamment de personne humaine potentielle. L'embryon serait une personne en puissance, mais pas une personne de fait. Et donc du coup, alors je ne sais pas si ça nous éclaire ou si ça nous rend un peu plus flou le débat, mais globalement, se joue aussi ce questionnement-là
dans la question d'interrompre une grossesse, dans la question pour un professionnel de ne pas participer à cet acte-là, dans l'action d'un professionnel à exercer peut-être une clause de conscience. Je ne dis pas que c'est que ça, je dis que ça peut faire partie des choses. Pour l'interruption médicale de grossesse, on en a beaucoup parlé avec des exemples intéressants et qui nous laissent en difficulté pour apporter une réponse. J'imagine toute la difficulté et le débat de la discussion dans les CPDPN. Mais c'est vrai que ça nous renvoie à des questions assez grandes, en tout cas assez difficiles. Finalement, qu'est-ce qu'une vie qui serait digne d'exister, d'être vécue? Est-ce qu'on peut penser à un préjudice d'être né, pour reprendre une célèbre affaire avec l'arrêt Perruche, avec cette réflexion éthique et juridique qui a pu exister dans le passé, mais qui potentiellement peut être intéressante aujourd'hui? Et vous l'avez beaucoup dit, comment estimer ce critère de la particulière gravité, puisque la particulière gravité renvoie à une diversité de représentations et de valeurs dont nous sommes toutes et tous empreints. Et je trouve qu'effectivement, trouver un terrain commun entre la diversité des valeurs et des représentations qu'on peut avoir et une décision in fine n'est pas une mince affaire. D'accord? Donc, c'est vraiment reconnaître toute la difficulté de ces nuances qui ont des conséquences, qui ont de l'importance. Alors, une deuxième idée peut-être que j'avais envie de partager aussi avec vous sur la place que peut avoir l'interruption de grossesse, qu'elle soit volontaire ou médicale, dans la vie des personnes et particulièrement dans la vie des femmes. Est-ce que finalement on peut considérer que c'est un événement? Alors, j'avais envie de reprendre ce terme d'événement à partir en fait d'un débat qu'on a eu lieu il y a quelques mois en arrière autour du film L'événement d'Audrey Diwan qui s'est appuyé sur les écrits d'Annie Ernaux, ayant écrit un livre sur l'interruption volontaire de grossesse dans les années 60 en France, moment où ça n'était pas légal. Et globalement, je trouve que ça nous propose une réflexion intéressante. La philosophe Hannah Arendt définit l'événement comme une brèche dans le temps. Et selon des mots qu'on peut retrouver dans un bel article de Philosophie Magazine, à l'occasion justement de la sortie de ce film sur le grand écran, l'événement, c'est quelque chose qui éclate comme un éclair dans la nuit et qui donne envie d'en parler sans cesse pour comprendre ce qui nous est tombé dessus. Alors finalement, est-ce qu'on peut considérer l'interruption de grossesse comme un événement? Et c'est vrai que ça nous fait penser aussi au fait que la grossesse, qu'on qualifie de façon assez familière d'heureux événement, eh bien, ne l'est pas toujours heureux, cet événement. Précisément parce que dans le cadre d'une réflexion sur l'IVG, on est sur une grossesse qui n'est pas désirée. Dans le cas d'une réflexion sur l'interruption médicale de grossesse, on est dans une grossesse qui peut être à risque pour la femme, on est dans une atteinte potentielle de l'enfant à naître d'une particulière gravité, et donc grossesse ne rime pas forcément toujours avec heureux événement, pas totalement, et donc ça pose cette question-là. Alors moi je pose la question, on pourra en parler dans le débat évidemment par la suite. Est-ce que l'interruption de grossesse c'est toujours un événement? Alors pour l'interruption volontaire, peut-être que oui, peut-être que non. Quand on lit un petit peu certains témoignages, certaines s'insurgent qu'on veuille à tout prix en faire un événement, alors que certaines l'ont vécu comme quelque chose qui était évident, alors que d'autres non. Si l'événement de Annie Ernaux ou de Audrey Diwan dans le film est qualifié d'événement, c'est surtout parce que c'est illégal à cette époque-là et ça en fait un événement. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait que ça puisse représenter une épreuve, une rupture, un déchirement, mais peut-être pas tout le temps. Pour l'interruption médicale de grossesse, on peut peut-être faire le pari que c'est peut-être plus un événement au sens d'une rupture parce que, certes, il y a l'expression d'un choix à un moment donné, alors qui peut être accompagné d'une acceptation, d'un refus par ces médecins, effectivement, mais on est dans quelque chose qui est peut-être moins clair, qui n'est pas voulu, qui est contraint par quelque chose qui est arrivé finalement au cours de cette grossesse qu'on n'attendait pas, qu'on ne voulait pas. Donc c'est vrai que finalement, on a une question intéressante à penser autour de l'événement ou du non-événement que ça peut représenter. Et donc en parallèle, finalement, comment accompagner en tant que professionnel de santé ce qui arrive, cet événement ou ce non-événement. Et finalement, comment et pourquoi certains ne peuvent pas y répondre à cette demande-là d'interruption. Et on est totalement dans le sujet de cette clause de conscience. Alors, globalement, le sujet de la clause de conscience
dans le soin en général, et particulièrement pour les interruptions de grossesse, nous fait réfléchir sur ce qu'on attend finalement de la médecine et des professionnels de santé. Finalement, l'existence de la clause de conscience, c'est aussi une façon de reconnaître que la médecine et ceux qui la composent, les professionnels qui la composent, ne peuvent pas tout vouloir et tout accepter. Et de l'autre côté, question, hein, ne pas reconnaître la clause de conscience, alors d'un point de vue général, c'est pas le cas ici, mais est-ce que c'est une façon de dire que chaque professionnel devrait pouvoir accueillir chaque demande et voire même l'accepter? Finalement, comment comprendre cette clause de conscience? Alors, Pierre-Simon, tu me demandais tout à l'heure quel mot on pouvait utiliser pour exprimer la clause de conscience. J'avais en tête cette idée de rencontre entre deux autonomies ou peut-être plus généralement entre deux libertés. C'est ça que vient nous faire penser et réfléchir la clause de conscience, précisément parce que ça nous plonge une fois encore dans la réflexion sur l'autonomie. Question de l'autonomie qui est intéressante, qui est importante, qu'on retrouve globalement très souvent dans chacun de nos cyberéthiques, de nos cinééthiques. C'est une constante. C'est une constante intéressante à la veille des 20 ans de l'anniversaire de la loi Kouchner, auquel on accordera un nouveau cyberéthique très très prochainement. Ce qui est encore plus intéressant pour la réflexion sur l'autonomie que suggère la clause de conscience, c'est que cette fois, on ne se focalise plus simplement que sur l'autonomie exprimée du patient, de la patiente, de la personne soignée ou accompagnée, mais bel et bien du professionnel de santé. Et donc ça propose une certaine originalité dans le traitement de l'autonomie. Donc on a finalement la rencontre de deux autonomies, celle d'une femme, d'une personne dont on reconnaît les droits, dont on reconnaît la liberté de disposer de son corps, dont on reconnaît l'autonomie d'action, de décision, de volonté. Et donc, ça nous amène à penser tous les dispositifs que vous avez décrits et que vous avez présentés de façon très intéressante. Et de l'autre côté, on a aussi l'autonomie d'un professionnel, mais d'un professionnel qui est aussi une personne et qui exprime à un moment donné un refus. Alors, le terme refus est peut-être un peu violent, mais en tout cas une opposition, une clause de conscience, une objection de conscience, pourra-t-on dire, et un professionnel où on le reconnaît aussi dans son autonomie de décision. Donc c'est intéressant parce que la clause de conscience nous fait penser ensemble le professionnel et la personne qu'est ce professionnel. Ce qu'on ne fait pas toujours dans le domaine du soin. Et c'est l'occasion d'y repenser finalement. Alors, une question éthique qui émerge finalement dans la rencontre de ces deux autonomies, comment s'assurer que l'expression de la liberté de l'un n'empêche pas la liberté de l'autre? Vous voyez? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être d'interrogeant, voire peut-être même de paradoxal, dans la rencontre de ces deux autonomies, ou deux libertés, si on devait parler plus généralement, et comment faire en sorte que la liberté de l'un n'arrête pas celle de l'autre, d'une certaine façon? Et c'est vrai qu'en matière d'interruption de grossesse et d'acceptation ou de refus d'exercice de clause de conscience, on ne peut pas éthiquement ne pas penser aux conséquences, effectivement. Cela a été évoqué dans le chat, dans les questions précédentes. Finalement, qu'est-ce que ça impliquera de ne pas recourir à une interruption de grossesse pour les parents de cet enfant? Je pense que la réflexion éthique doit aussi nous faire porter le regard sur les conséquences. Alors, j'en ai bientôt fini, mais je voulais simplement vous partager une dernière idée. Ce souci de réflexion pour l'autonomie et pour la liberté, tel que le suggère ce sujet de l'interruption de grossesse, mais aussi le sujet spécifique de la clause de conscience dans l'interruption de grossesse, eh bien, nous amène aussi vers une autre réflexion éthique assez classique, mais pourtant à interroger, qui est la question de la justice. Vous l'avez un peu abordée, je l'ai évoqué rapidement en introduction de ce propos. Finalement, comment, dans un contexte qui autorise légalement alors l'interruption volontaire de grossesse, ainsi que l'interruption médicale de grossesse dans un cadre, avec une réflexion qui est associée, dans un contexte aussi où on valorise les droits des individus, on les reconnaît, dans un contexte d'écoute particulière du droit des femmes ces dernières années, mais aussi dans un contexte soucieux de réfléchir aux décisions, aux limites, à la persistance d'une réflexion éthique tout le temps. Comment finalement penser cette réalité de l'interruption de grossesse? Comment penser l'accès à ce qui est autorisé légalement dans une volonté finalement de garder une mesure, dans une volonté d'avoir en tête la notion de limite, mais une fois encore, la limite qu'on se met en tant que société,
la limite qu'on se met en tant que professionnel peut être vécue différemment de la limite qu'on se met en tant qu'individu, que ce soit dans un processus d'interruption volontaire ou médical de grossesse. Donc, je pense qu'on peut avoir ces questions éthiques en tête entre la rencontre d'autonomie et le sentiment du juste qui est vécu forcément différemment selon le point de vue où on se trouve. Voilà ce que je voulais partager avec vous pour ouvrir un peu encore plus cette discussion sur l'interruption de grossesse. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Élodie. On va pouvoir arrêter l'enregistrement, de façon que tous vos visages puissent apparaître et qu'on puisse mener la discussion librement. Si tu veux, on a 2 questions chat qui restent en suspens pour l'instant. Alors, une qui était plus destinée à réagir par rapport à la précédente intervention. 2 parents, 2 médecins, un enfant qui devient quoi? Et puis une autre par rapport à l'intervention d'Élodie. On parle de 2 vies, du futur enfant et de la mère. Qui veut répondre? Alors effectivement, c'est vrai que je pense que ça a déjà été abordé un petit peu au début, c'est-à-dire que si on réfléchit en fait à cette question de l'interruption de grossesse d'un point de vue éthique, philosophique, médical, sociétal, c'est bien qu'on a conscience que il y a des enjeux par rapport à la vie qui se jouent, hein, la vie de la mère, de la future mère ou de la non-future mère d'une certaine façon, et d'une vie qui est en train de naître en fait d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on se pose cette question finalement de qu'est-ce qu'on peut faire au mieux pour concilier parfois des choses qui ne sont pas conciliables. Et donc c'est vrai que c'est intéressant. Alors ça a été rappelé pour l'interruption médicale de grossesse, il y a vraiment, mais vous le direz bien mieux que moi, il y a vraiment cette considération aussi de la vie et de la santé, de la bonne santé de la mère qui est pris en compte, et ça peut être un motif tout à fait, voilà, comment dire, interrogé pour décider aussi en ces matières-là. Mais voilà, si on se pose ces questions-là, c'est bien qu'on a conscience que c'est pas l'un ou l'autre, que l'un ou que l'autre, c'est que c'est bien ces 2 réalités-là, et donc qu'on doit réfléchir par rapport à ça. Écoutez, je vais apporter un autre élément de réflexion pour répondre à ces questions difficiles. Et en lien avec le 20e anniversaire de la loi du 4 mars 2002 sur la prise en compte des droits des usagers et de la qualité du système de santé. Et je vais redonner la parole aux usagers à travers notre expérience professionnelle. Pour les parents qui ont un enfant trisomique, plus de 90% nous demandent, alors c'est un paradoxe, je le rappelle toujours, souvent leur enfant est aimé, mais ils ne souhaitent pas que ça se reproduise et ils demandent l'interruption médicale de grossesse. Tout en l'aimant, ils mesurent combien ils exposent leur enfant à des difficultés qui seront réelles dans la vie réelle. Et ça, c'est Élodie qui m'avait ouvert les yeux il y a quelques années sur un propos d'Épicure, qui me corrigera si je le dis mal, qui est un des principaux philosophes stoïciens. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. C'est fondamental. Et le diagnostic prénatal va nous amener à faire dépendre de nous des choses qui, il y a 40 ans, n'en dépendaient pas. Et du coup, la responsabilité du couple et la projection du couple et de la femme par rapport à l'avenir de son enfant va se poser. Et c'est là que le rôle des usagers, de l'expérience des parents qui ont été confrontés à ces situations est
fondamentale. Et on envoie les couples qui le souhaitent auprès de parents qui ont cette expérience. Et d'ailleurs, les résultats ne sont parfois pas du tout dans le sens où on l'adore. Ils vont rencontrer des parents qui leur disent « Mais regardez, notre enfant, les difficultés qu'il a, ne lui faites pas subir ça. » Et qui, en voyant la qualité des liens qui unissent les parents à l'enfant handicapé, vont néanmoins prendre la décision de poursuivre la grossesse, et d'autres qui, confrontés au même dialogue avec des parents qui ont été confrontés à cette situation, vont décider d'interrompre la grossesse. Donc, là, je pense que ces 20 ans de la loi Kouchner nous montrent l'importance des associations d'usagers, de parents, de personnes handicapées pour partager leur expérience, la réalité de leur expérience au-delà de toutes les projections que les uns ou les autres on peut avoir dans cette situation. Je pense que de même, là je vais tourner vers Marie, il doit y avoir des associations de patients qui ont eu recours à l'interruption de grossesse ou pas tellement? Il y a peu d'associations d'usagers dans l'interruption volontaire de grossesse. Ça reste quelque chose qui, l'interruption volontaire de grossesse, qui se dit peu, qui se vit beaucoup, puisque ça représente quand même une femme sur 3 dans la société, mais qui se dit quand même très peu. Et du coup, il n'y a pas de représentation d'usagers, ce qui nous... c'est une question qui revient assez souvent entre professionnels, notamment quand on fait des manifestations, ou enfin, voilà, on aimerait bien parfois avoir des représentantes usagères, parce que c'est le retour de nos patients que l'on revoit après. Voilà, on a chacun nos expériences à ce niveau-là, mais des retours en tant qu'association d'usagers, il n'y en a pas. Ça reste malheureusement encore trop tabou, l'interruption volontaire de grossesse. Je vais rajouter une anecdote, une expérience personnelle qui n'est pas identifiante, parce qu'elle s'est reproduite suffisamment de fois pour que... J'ai vu en consultation de conseil génétique, surtout des jeunes femmes, quelques jeunes hommes, mais surtout des jeunes femmes, qui avaient une agénésie des doigts. Et elles revenaient me voir avec leur conjoint pour me demander un conseil génétique, quel était le risque de récurrence. La discussion s'engage. Je leur dis, le risque de récurrence est très faible, surtout dans les formes unilatérales. Très, très faible. Exceptionnel. Oui, mais si ça se reproduit, je vous en supplie, c'est quasiment au terme de la supplication, dites-moi que vous m'autoriserez à interrompre cette grossesse. Alors là, je prends une mine. On a une part de jeu de rôle. C'est pas un jeu de rôle. On assume notre rôle de médecin. Je dis, mais écoutez, vous êtes une jeune femme qui venait avec son compagnon, avec un projet de grossesse. Vous êtes autonome, indépendant, vous avez une vie amoureuse dans laquelle vous projetez d'avoir un enfant. Je ne peux pas penser que vous avez un handicap d'une particulière gravité. Me dites-vous, vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir à travers quoi je suis passé. Vous ne pouvez pas le savoir. Je me suis construit, on peut peut-être maintenant, en reprenant les termes de Cyrulnik, dire oui, j'ai eu la chance d'être résilient, mais tout le monde n'a pas cette chance d'être résilient devant quelque chose qui est aussi brutal. Et je vous passerai ou je vous donnerai quelques éléments de mon enfance à ce sujet.
sachant que le risque est très faible. Exceptionnel. Et que je n'avais pas envie de priver ce jeune couple devant moi d'avoir la joie d'avoir une grossesse et un enfant. J'avais dit, bah oui, j'accepterai. Et heureusement, j'ai eu la chance de jamais avoir de récurrence. Mais qu'est-ce que j'aurais été mal si j'avais une récurrence? Voilà, c'est ça à quoi on est confronté dans la vraie vie. Vous voyez, des autonomies qui dialoguent. Dialogue. Est-ce qu'il y a d'autres questions en chat aussi compliquées que celle-ci? Là, il n'y a plus de questions de chat. Peut-être qu'on peut passer au débat. On interrompt et on passe au débat, s'il te plaît, Eric.